En croire les sondages, les Français apprécient plutôt cette ambiance de réconciliation autour de la table familiale. Quant aux journalistes, même les petites vexations que leur inflige l'Élysée, comme pour leur signifier qu'ils ne sont plus les patrons, n'entament pas le ravissement de nombre d'entre eux. Cher Alain Finkielkraut, vous nous direz si vous continuez à résister aux sirènes macroniennes du pragmatisme, de l'expertise et du consensus. Et puis nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur la nouvelle quinzaine anti-Le Pen que nous avons vécue entre les deux tours et les errements de l'antifascisme. Mais commençons par le gouvernement Philippe qui a été salué pas partout, mais disons par beaucoup de médias comme un coup de maître. À peine Libé se déplore, dans Libé on déplore une surreprésentation des diplômés, ce qui est nouveau. Alors quelle est votre impression générale à vous, Alain Finkielkraut, et est-ce que vous êtes aussi ravi qu'un certain nombre de mes confrères? Le progressisme béat du candidat Macron et ce que j'ai pu voir de son équipe de campagne dans le reportage diffusé par TF1 au lendemain des élections m'avait fait craindre le pire. Or, le pire n'est pas arrivé. Nous n'avons pas un gouvernement de start-upers décontractés et arrogants. Le président jupitérien ne ressemble pas encore à De Gaulle, mais un peu moins à Mark Zuckerberg. Et avec les contraintes absurdes qui étaient les siennes, parité plus nombre égal de politiques et de représentants de la société civile, il a composé un gouvernement aussi sérieux que possible. Excusez-moi, est-ce que la parité, c'est une contrainte qui s'impose lui-même? Il me semble pas que la parité dans le gouvernement soit une obligation. C'est devenu aujourd'hui une obligation relayée par les médias parce que j'ai entendu Patrick Cohen reprocher au Premier ministre d'avoir certes respecté la parité, mais de n'avoir confié qu'un ministère régalien à une femme, en l'occurrence Sylvie Goulard, aux armées. Alors, que les choses soient claires. Dans ma vie, je ne respecte pas la parité parce que mes amis les plus chers sont des femmes, mais simplement je trouve très humiliant pour les femmes de devoir à la loi leur présence ici ou là. C'est tout ce que je dis en émettant cette petite critique. En tout cas, donc c'est un gouvernement très sérieux, en dépit de ses contraintes. Non seulement la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, je crois, semble extrêmement compétente, mais on dit qu'elle veut revenir sur la mesure détestable du gouvernement précédent, qui était la généralisation du tiers payant, et cette mesure achevait le processus de déconsidération des médecins, la prolétarisation de la profession médicale. Comme le dit un médecin généraliste dans le livre de Bensoussan, Une France soumise, la médecine est devenue un bien de consommation, on va faire ses courses, on va chez le médecin, puis on va au parc, pas de problème, c'est gratuit. Agnès Buzyn va peut-être contribuer à rendre à monsieur le docteur un peu de sa dignité perdue. De même, la ministre du Travail est-elle réputée pour avoir fait de Danone, où elle exerçait la fonction de directrice de... Son prénom, Madame Pénicaud, oui. Oui, mais son prénom... Je ne sais plus. D'accord. Directrice des ressources humaines, une des entreprises les plus avancées socialement en France. Mais ce n'est pas tout. Certains ministres ou leurs plus proches collaborateurs ont fait entendre une autre musique que celle du progressisme béat. Nicolas Hulot a cité, en la massacrant, on ne peut pas trop lui demander, la phrase de Camus, que moi-même, je mentionne souvent et je prie... Et que vous avez cessé un peu de citer depuis qu'elle fait tant... Voilà. Qu'elle a tant de succès. Mais 1957... il reçoit le prix Nobel. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La nôtre, la mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. On ne saurait mieux formuler l'ardente obligation du passage
du principe espérance, pour parler comme Mentionas cette fois, au principe responsabilité, c'est-à-dire de la constitution d'un conservatisme sans rapport avec la défense des privilèges et de l'ordre établi. Et puis... vous alliez passer à l'éducation peut-être, mais avant, je voulais vous poser quand même la question de l'aspect très européen, européiste, et même, comme le dit Maxime Tanzonnet, bruxelliste peut-être de ce gouvernement. Bruxelliste, nous verrons bien, mais vous savez que c'est peut-être mon différend avec la tendance générale de causeur. Je ne suis pas souverainiste, je suis pour une réforme de l'Europe, mais je considère que c'est à l'intérieur de l'Europe que peuvent être réglés les problèmes qui nous concernent. Mais effectivement, si c'est une tendance bruxelliste, alors ce serait dommage. Mais nous verrons bien. Simplement, voilà, vous m'avez dit, on passe à l'éducation. Parce qu'il y a eu la grimace de Najat Vallaud-Belkacem quand elle a appris le nom de son successeur. La grimace de cet idéologue cataclysmique est évidemment de très bonne augure. Elle est le plus bel hommage que le nouveau ministre, Jean-Michel Blanquer, pouvait espérer. Bon, on ne vous a pas dit que c'était l'ère de la bienveillance, Alain Finkielkraut ? Oui, lui-même d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas très bienveillant. Lui-même reprend ce terme à son compte. Il dit bienveillance, mais justement, il dit bienveillance pour pouvoir, en quelque sorte, réintroduire un peu d'exigence. Il veut rétablir l'exigence à l'école. Il est très attaché, c'est vrai, à l'autonomie des établissements. Et comme le dit très bien Natacha Polony, l'autonomie des établissements scolaires ne raconte rien de la perpétuation d'une civilisation par la transmission de sa culture et de ses grandes œuvres littéraires. Mais il n'a pas craint d'encourir les foudres du médiatiquement correct en refusant de diaboliser le concept de récit national et en affirmant que l'enseignement de l'histoire de France n'avait pas pour mandat de criminaliser la France pré-diversitaire. Dans un entretien au Monde. Oui, et même dans un entretien. J'ajoute là pour vous faire plaisir qu'il est, semble-t-il, l'inventeur des internats d'excellence qui ont été supprimés par nos amis socialistes. Évidemment. Et puis, j'ai sous les yeux ces propos tenus au mois de mars de cette année par Christophe Querero, qui est désormais son directeur de cabinet. Je peux vous les lire ? Bien sûr. Le véritable enjeu pour le prochain président sera précisément que l'école renoue avec une certaine vision de l'homme, qu'elle s'éloigne d'une technicisation des apprentissages pour transmettre les grands textes, les grandes œuvres d'art, héritage de notre passé qui fondent ce que nous sommes au-delà de nous-mêmes. L'école ne surmontera les crises actuelles qu'en renouant avec l'humanisme qui la constitue et dont elle s'est trop éloignée. Il faut approcher le socle Luceau. Luceau, c'est celui qui a présidé, Michel Luceau, le Conseil national des programmes. Le socle des connaissances. Précieusement ridicule et qui ne peut que compliquer le travail des professeurs. L'enjeu est de revenir au sens et à une relation professeur-élève incarnée. Sinon, Google peut aussi bien faire l'affaire. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ces progressistes quelques réacs bontins ? En tout cas, il ajoute, pour aggraver son cas, dans ce prolongement, une mesure simple mais nécessaire doit consister à revenir aux grands textes patrimoniaux dès le plus jeune âge, donner des repères simples et clairs, enseigner les 4 opérations, bref, ne pas insulter l'intelligence des enfants, mais au contraire la stimuler sans cesse. Pourquoi ne pas exiger d'apprendre une fable de La Fontaine par semaine dès le plus jeune âge ? Y a-t-il meilleur enseignement ? C'est par ces principes simples que nous renouerons aussi avec la culture de l'effort, du travail et de l'autorité. Et moi, je vais m'y mettre. Une fable de La Fontaine par semaine, ça me paraît pas mal. Et alors, et c'est très intéressant parce que depuis quelques décennies même, la culture a été en quelque sorte exfiltrée de l'école. Oui. Quand on se demande quelle sera la politique culturelle du gouvernement, on se tourne vers... On s'interroge sur ce que va faire le ministère de la Culture, qui est aujourd'hui le ministère du n'importe quoi, puisque tout est culturel. Et donc, on se demande avec Télérama quelle place va être faite au hip-hop et aux metteurs en scène d'opéra qui transforment Mozart en militant de la lutte anticoloniale. Enfin, en même temps, l'essentiel du travail du ministère de la Culture consiste quand même à gérer les grandes institutions culturelles. Oui, plus tellement l'essentiel aujourd'hui. En tout cas, le rapatriement
de la culture à l'école, la définition du maître comme représentant de la culture, ça me paraît être une très bonne nouvelle, et c'est aux antipodes du progressisme pour qui le but de l'école n'est pas d'éduquer mais d'égaliser, et qui s'indigne déjà au nom des exclus, au nom des défavorisés, d'un retour de l'excellence et même de la diversification de l'offre scolaire. Mais en même temps, le nouveau ministre est quand même prudent, parce que lui ne rompt pas avec le dogme, si vous voulez, qui fait de l'égalité l'objectif final et fondamental de l'école. Mais en même temps, si c'est par prudence, les journaux cons pour gens intelligents ont déjà ce ministre dans le collimateur. Là, par exemple, Le Monde a publié un immense article d'un hyper-sociologue, Pierre Merle, qui est tout à fait extraordinaire, parce que il s'inquiète de voir justement revenir une diversification de l'offre scolaire, parce que là, il disait que les précédentes réformes avaient pour effet merveilleux de limiter la diversité de l'offre pédagogique des établissements. Revenir là-dessus avec des parcours d'excellence, avec des classes bilingues, c'est un retour en arrière, une forme de conservatisme scolaire, et attention, disons, c'est élitaire, élitiste. C'est élitaire, c'est élitiste, et le seul espoir qu'on puisse émettre, c'est que notre ministre de l'Éducation saura résister à ces pressions aussi menaçantes pour le nivellement par le bas. En tous les cas, il a plutôt effectivement donné des signes positifs. Mais attendons l'action quand même. Avant qu'on passe au cas Schiappa et à l'antifascisme, une question très rapide. Je vous cite Maxime Tandonnet qui disait: ces derniers jours, la France d'en haut, médiatisée, visible, officielle, communie dans un indescriptible enthousiasme et quasi unanime à propos de l'élection du plus jeune président de l'histoire, de la faillite des vieux partis et de la recomposition politique en marche. Dans l'euphorie, on oublie l'autre France. Alors, est-ce que tout de même, il n'y a pas un peu, si vous voulez, c'est vrai, Macron a mis au point son équipe, si vous voulez, c'est un peu la France qui gagne tout de même, ce gouvernement et cette... C'est vrai, vous avez raison, on risque d'oublier l'autre France, et ça, je pense que je pourrais formuler mieux l'inquiétude que j'éprouve devant cet oubli éventuel au terme de la critique de l'antifascisme que nous avons envisagé de faire. Donc, selon votre coutume, vous répondrez à ma question. Mais tardivement. Un mot tout de même sur Marlène Schiappa, ah bah oui. ministre de l'égalité des hommes évidemment. Et des femmes. Et si on considère que Richard Ferrand, lui, est ministre de la ville, c'est-à-dire la cohésion territoriale. Oui, c'est le ministère de la ville, pardon. Oui, mais vous avez raison. Le ministre de la cohésion territoriale, ce sont deux gens qui sont quand même sur une ligne assez différentialiste. Et c'est un vrai clin d'œil, disons... Mais c'est ce que j'allais dire, J'étais plutôt agréablement surpris par la composition de ce gouvernement, et notamment certaines personnalités que justement dont j'ai voulu souligner le sérieux et l'entorse qu'elle faisait à l'idéologie du progressisme, qu'elle constituait même à l'idéologie du progressisme BA. Mais Macron n'a pas tout à fait oublié Macron. Il a nommé une secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, l'une des membres les plus dynamiques et les plus inquiétantes de sa start-up initiale. Et cette très active blogueuse s'en est prise violemment à Manuel Valls parce qu'il avait osé dénoncer l'antisémitisme dans les quartiers populaires. Elle a écrit que l'interdiction du voile à l'école était contraire à l'esprit de la loi de 1905, et j'ai souffert le martyre en écoutant une conférence à la Fondation Jean Jaurès, où sur un ton à la fois agressif et monocorde, elle s'en prenait avec une violence inouïe
au sexisme, à la misogynie de la religion catholique et accessoirement de la religion juive, les Loubavitch en l'occurrence, sans un mot évidemment sur l'islam. J'ai honte car je vous avoue avoir reculé devant cette conférence. Eh bien, non mais j'ai honte de moi, cher Alain. En quelque sorte, peu importe que ce soit le Christ qui ait dit « tu ne lapideras pas la femme adultère », le problème en France, ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islamophobie. Ainsi Macron a-t-il répondu à l'appel solennel que nous avions lancé la semaine dernière en faveur de Malek Bouti. Abba Bouti, répond-il, abat la laïcité républicaine, vive Marlène Schiappa, elle est la marque de gauche de ce néo-libéral. Ce n'est plus tout à fait Mark Zuckerberg, mais ce n'est certainement pas De Gaulle. Le modèle américain du vivre ensemble prévaut, hélas, sur le modèle français et le repoussoir de cette politique. C'est évidemment l'identité rabougrie, le repli, la haine de l'autre, bref, le fascisme. Et nous y arrivons, donc peut-être vous pouvez ajouter à votre appel de la semaine dernière, cher Alain, peut-être pouvez-vous demander tout simplement la démission de Marlène Schiappa maintenant. Non, ça vous n'iriez pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là, je pense qu'il est trop tard, je ne suis pas entendu en très haut lieu, j'en prends mon parti, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Sur cet aspect qui nous importe, la question de la laïcité, du multiculturalisme rampant qui s'installe, ce gouvernement n'est guère... il est guère encourageant et voilà. Et il a fait sur ce point-là. Il est très deuxième gauche. Un choix très clair. Bon, alors, vous m'avez parlé de la quinzaine anti-Le Pen. Voilà. Mais justement, si vous voulez bien, je voudrais faire un retour critique sur juste l'idéologie antifasciste. C'est-à-dire un retour historique. Oui. Revenir. Vous voulez partir du vrai antifascisme. Du vrai, mais déjà problématique. Je voudrais partir de la phrase d'Orwell. Absolument extraordinaire. Oui. La gauche est antifasciste, elle n'est pas antitotalitaire. Évidemment, ça c'était vrai dans les années 30. Et en même temps, parce qu'il était très rare à l'époque, les intellectuels, les militants, qui savaient à la fois condamner Staline et Hitler. Est-ce qu'on parlait déjà de totalitarisme? Oui, on commençait. Dans les années 30, on commençait. Ça s'est popularisé avec Hannah Arendt, mais on commençait. Et il est vrai que c'était très difficile, quand bien même on n'utilisait pas le mot, de critiquer les deux tyrannies, parce qu'on utilisait le terme de tyrannie, qu'il fallait une lucidité supérieure pour percevoir l'affinité entre un système qui visait malgré tout à l'égalité de tous et un système qui avait pour finalité explicite d'en finir avec le sentiment du semblable. L'humanité d'un côté, la race de l'autre, réunir sous une même dénomination, sous un même concept, les régimes nés sous des auspices aussi antagonistes, cela n'allait pas de soi. Et puis, il y a eu la guerre, on a donc dû occulter la prise de conscience qui était apparue au moment du pacte germano-soviétique. Il fallait faire son choix. Ce choix était nécessaire. Mais l'antifascisme n'est pas mort avec Hitler et Mussolini. Il a repris au contraire du service et retardé de 30 ans la prise de conscience par la gauche du totalitarisme communiste. Et là, je voudrais relire une phrase que je crois j'ai déjà lue. Il faudra bientôt me mettre de côté parce que je me répète. Mais c'est une phrase d'un livre extraordinaire de François Furet, Le passé d'une illusion. L'antifascisme, avec ce mot tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du communisme dans l'après-guerre. Les communistes, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés, qui n'ont cessé de militer sous ce drapeau, de préférence à tout autre. Ils n'ont plus jamais voulu d'autres territoires politiques à leur action que cet espace à deux dimensions, ou plutôt à deux pôles, dont l'un est figuré par les fascistes, l'autre par eux-mêmes. Alors, la vérité, et c'est le bien et le mal. Voilà. Mais la vérité totalitaire est finalement apparue dans toute sa vérité dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, sous les faits, sous le choc, sous le coup de boutoir de la dissidence. Puis, le mur de Berlin s'est effondré, le communisme est mort, mais l'antifascisme mensonger, l'antifascisme idéologique n'a pas fini sa carrière.
Le fascisme aujourd'hui, le fascisme aujourd'hui devient le faire-valoir, si vous voulez, d'une vision purement économique du monde et d'une politique fondée sur la remplaçabilité, l'interchangeabilité des êtres humains. J'ai sous les yeux le rapport Attali. 300 décisions pour changer la France. C'était cette commission pour la libération de la croissance française dont Macron était le rapporteur adjoint. Et il s'est fait connaître à ce moment-là. Éric Orsena l'a rencontré. Et c'est à ce moment, dit Éric Orsena, que leur amitié politique a pris sens. Éric Orsena, à Jacques Attali, était à la rotonde et la décision 221 de ce rapport nous dit qu'il faut accueillir, élargir et favoriser la venue de travailleurs étrangers. Autrement dit, l'humanité se réduit dans cet esprit à ce type anthropologique extrêmement pauvre, l'homo economicus. Nous sommes tous des homo economicus et à ce titre, nous sommes tous irremplaçables, interchangeables. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le lien que vous faites avec l'antifascisme ? Je vais le dire tout de suite. Parce que ceux pour qui la réalité humaine ne se laisse pas ainsi réduire, ceux qui pensent qu'il y a des civilisations, dont la nôtre, et que celle-ci doit pouvoir persévérer dans son être, sont traités comme les tenants d'une identité rabougrie. Et donc, d'une certaine manière, voici que surgit un nouvel espace à 2 dimensions, non plus fascisme contre communisme, mais fascisme contre économisme. Un économisme rebaptisé progressisme. Vous dites, non, ça ne peut pas durer comme ça, parce que le choc des civilisations est trop dur, la France se désintègre, et on vous répond, non, et vous avez tort, vous êtes fasciste, les hommes sont interchangeables. C'est-à-dire, juste pour être sûr, parce que votre raisonnement est subtil, donc, si vous voulez, de l'incapacité ou du refus, disons, de la gauche, de réévaluer son adhésion au communisme, en quelque sorte, vous vous rappelez du scandale du livre noir, on arrive aujourd'hui à l'antifascisme de bazar, si vous voulez, qui tient lieu d'identité, tient lieu d'identité un antifascisme, si vous voulez, qui est fondé sur une vision économique du monde, qui se veut très moral. Nous allons accueillir les autres, mais en fait, il est fondé sur cette vision économique. Et qui fait que le camp du bien, c'est le camp camp de l'économisme. Voilà. C'est nous avons besoin de travailleurs, etc. Mais il y a pire encore. Il y a pire encore dans cet antifascisme contemporain. Je voudrais citer brièvement une petite chronique de Charlotte Vanhoenacker. Charline Vanhoenacker. Elle vient d'apprendre que Marion Maréchal Le Pen renonce à la vie politique. Donc elle imite une militante du Front National, Ghislaine, qui est malheureuse de cela, mais qui dit « Oh ben c'est bien, elle va quand même, comme ça, pouvoir s'occuper de sa petite fille et lui apprendre l'allemand. » Et là, le gloussement france-intériste qui tient lieu d'humour dans la France d'aujourd'hui affiche la couleur. L'antifascisme, c'est la forme que prend le mépris des néo-nantis pour les bourgeois à l'ancienne et pour les classes populaires. C'est le salaud de pauvre de Bob-Hollande. C'est les ploucs et les bourgeois dont vous parliez précédemment. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a un peu de temps encore ? On a 3 minutes. Tout compris. On a 3 minutes. Donc deux écarts. Bon, alors, très brièvement, je voudrais aussi citer un texte de Régis Geoffrey, l'écrivain Régis Geoffrey, qui était invité par le Monde à commenter la candidature de Marine Le Pen. Et donc, il a parlé en son nom. Il a dit « je, Marine Le Pen ». Et il a dit ceci: « Je suis la candidate des mal-aimés, des mal-aimants, des nostalgiques, des pessimistes, des souffreteux, des insomniaques, des dyspepsiques, des poitrinaires, des eczémateux, des variqueux, des maniaco-dépressifs, des hypochondriaques, des schizophrènes et des carriers. Venez à moi les nauséeux, vous êtes les symptômes, je suis la maladie, le chancre, le bubon. Croissez et multipliez-vous, soyez les métastases, remplacez peu à peu la population étrangère qui souille l'univers. » Si vous voulez, là, c'est la fascisation de l'antifascisme. Parce que le fascisme, c'est quoi, philosophiquement ? C'est le renversement de la morale biblique. La morale biblique, on va vers les faibles, on va vers les malades. Et là, tout d'un coup, haine des faibles,
haine des malades. Et ça va et encore... Bock-Côté, d'ailleurs, avait noté aussi qu'il y avait vraiment des méthodes fascistes dans l'antifascisme, Oui. dans la haine exprimée contre la haine. Oui, en effet. Et il conclut... faisant toujours parler Marine Le Pen, je veux d'une France close comme une arche, un grand ventre dont on aurait condamné les accès, un lieu intime où nos concitoyens pourront chicoter museau contre museau comme les souris dans leurs trous. Un lieu unique de reproduction, de vie, de digestion, où nous nous enivrerons de nos émanations patriotes, une boîte dont les Français seront les bienheureuses sardines, macérant dans leur gras fondu. Donc, il invente ici le fascisme xénophile. Le fascisme, c'est la haine de l'autre, et là, que fait-il au nom de l'autre? Il transforme les Français, ses compatriotes, en sous-hommes. Et vous l'avez dit, les antifas, dont la préfecture de police avait très peur si Marine Le Pen était élue, veulent l'embrasement et utilisent aujourd'hui, tous les jours, notamment contre les policiers, des méthodes fascistes. Et on risque de les voir, la discussion de la loi travail risque de voir... Alors, il ne s'agit pas pour nous... Paul-Henriette Lévy a eu la bonté de nous céder le temps de son bulletin de midi. Il faut se dépêcher alors. Il ne s'agit pas pour nous de réhabiliter le Front National. Ce n'est pas un parti fasciste, mais jusqu'à plus informé, c'est un parti indigne de gouverner la France. Ce que je refuse en procédant à cette critique de l'antifascisme, c'est, si vous voulez, de la fascisation, de l'angoisse existentielle de tous les Français qui n'ont ni le privilège, ni l'envie de devenir des citoyens de Boboland. Oui, les insomniaques, ça n'était pas faux, les insomniaques, les dépressifs et les poitrines. Voilà, et il y a aujourd'hui, si vous voulez, un article terrible dans Le Parisien et dans Le Figaro sur ce qui se passe dans le quartier La Chapelle. La Chapelle Pujol. Insultes, harcèlement, violence contre les femmes qui sont harcelées, qui ne peuvent plus aller dans certains cafés. Ça s'est beaucoup aggravé depuis la crise migratoire, dit une des femmes. Il y a des associations prosélytes qui distribuent des repas halal et emmènent les migrants à la mosquée. Le soir, il n'y a que des hommes partout, des trafics aussi d'êtres humains, de drogue, de faux documents, etc. Donc, il faudrait que le ministre de la Cohésion territoriale se saisisse de ce problème, et je ne voudrais pas qu'il fascise ceux qui en ont conscience et qui affirme qu'il faut absolument faire quelque chose. Bon, mais certainement, Clémentine Autain ira certainement se promener dans ce quartier pour nous dire qu'il n'y a aucun problème. Merci en tous les cas d'avoir ramené ici les inquiétudes de l'autre France, cher Alain, et nous continuerons d'ailleurs à le faire et à suivre les grands travaux du président, mais pas seulement, car la politique, heureusement, n'est pas toute la vie. Alors la semaine prochaine d'ailleurs, nous ne serons pas là pour profiter d'un peu de repos. Et en attendant, le dimanche suivant, on peut vous lire dans le dernier Causeur. On peut aussi, bien sûr, réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine à vous tous et chers auditeurs. À vous, cher Alain Finkielkraut. Et merci encore à Paul-Henriette pour ce sacrifice de ses titres.